Est-ce que Harimat, avec le nombre de talents qu'on a dans l'équipe nationale, mérite sa place? Et un des arguments de Walid était que jouer un match par semaine, c'était pas la réalité. J'avais avec moi des gens fantastiques au quotidien. Je trouve par exemple qu'un coach comme Sketiwi, je trouve que c'était un coach ambitieux. Sur le plan défensif, le travail de Selami est très organisé. Ce que fait Fernando Diniz à Fluminense, c'est ce qu'on appelle le relationnisme. Quand je reprends l'équipe, j'ai Sawabi qui revient du TAS. Par contre, la passe de Borges sur Igaman, c'est une passe de contre-pied. Et puis après, c'est quelqu'un, je dis toujours que c'était mon entraîneur sur le terrain. On a évoqué aussi Marcelo Bielsa et dans ce sens, en fait, d'avoir des entraîneurs un peu philosophes. Mon équipe, elle va être agressive, mon équipe, elle va attaquer, mon équipe, elle va aller chercher l'adversaire haut. C'était une phase où il y avait, je pense, beaucoup de difficultés pour l'AS FAR. Mais j'ai pas d'explication rationnelle. Faut demander à ceux qui ont attaqué pourquoi ils ont attaqué comme ça. C'est la première fois que ici au Maroc, j'ai affaire à une mission de cette qualité-là. Salam alaikum les amis, مرحبا بكم معنا في ابيزود جديد ديال البودكاست الفيستير. عصام اون دو بلوس معكم بريزونطاتور ديال لو بودكاست. انوار اسامه تا هما معايا كيعاونوني في لا بريزونطاسيون ديال ليبيزود. ابيزود غيكون سبيسيال سورتو الجمهور ديال الجيش الملكي مع وعدناكم انفيتي دو كاليبر اليوم معنا لو ديريكتور تكنيك و لونسيان كوتش دو لايس فار مسيو فرناندو دا كروز. غير بتيت انفو غادي نسويتشيو للفرونسي لان خصنا نهضروا بالفرونسي مع الانفيتي ديالنا اليوم مي غادي يكون سو تيتراج في لا فيديو دونك فوالا دونك Monsieur Fernando da Cruz, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du vestiaire et bienvenue. Bonsoir et merci surtout à vous pour l'invitation. Merci. Oussama Anwar, مرحبا بكم الدراري. مرحبا بك عصام، مرحبا بالناس اللي كيتصنتوا لينا واللي كيتفرجوا فينا. Coach, merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Donc voilà, on aura un débat et un échange très passionnant. J'en doute pas. Salam alaikum Drari. Bon, on switch en français, hein, il le faut avec notre cher invité. Et coach, vraiment, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et j'ai vraiment hâte, très hâte pour cette émission. Je pense que ça va être quelque chose qui va être très intéressante pour nous aussi, ainsi que pour notre public. Ouais, juste pour information, coach, dès qu'on a lancé l'affiche sur les réseaux sociaux, les supporters de l'AS FAR, ils ont tous apprécié. Du coup, ils attendent de cet épisode avec impatience. Très bonne image que vous avez en tout cas avec eux, hein. Et ils ont tous demandé à ce qu'on bien du coup. donc voilà. Donc ce qu'on attend de l'épisode aujourd'hui, un vrai public. Oui. Un vrai public de passionnés. Tout à fait. Donc voilà, c'est une belle surprise en tout cas pour eux. Donc pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, donc ce qu'on attend de l'épisode, ce qu'on va parler avec le coach du coup de l'an passé quand il était donc entraîneur de l'AS FAR. On va aussi discuter de son rôle aujourd'hui en tant que directeur technique dans la même équipe. Et puis on parlera de ses ambitions à la fin. Donc on le laissera un peu présenter tout ça vers la fin de l'épisode. Donc coach, comme tout le monde le sait, vous venez de l'école du LOSC, vous êtes passé par l'AS FAR l'an passé en tant qu'entraîneur head coach et aujourd'hui vous êtes directeur technique. Je vous laisse la parole pour nous donner plus de détails sur votre parcours si vous le souhaitez. Bien, merci et encore une fois merci pour l'invitation. Alors le parcours il est très simple. Je suis issu du milieu amateur, mais très tôt je me suis porté sur l'entraînement puisque à partir de 16-17 ans, j'ai commencé à m'occuper des jeunes. Et à 28 ans, j'étais entraîneur-joueur en senior, au niveau régional en France. Et puis en 2000, j'ai intégré le LOSC pour en repartir en 2021. Au LOSC, j'ai fait beaucoup de choses, principalement, alors pas une bonne partie dans la formation, mais aussi dans l'entraînement senior, puisque on a eu 2 périodes où on avait un club satellite qui s'appelait Moucron, où en 2012 jusque 2014 j'étais entraîneur adjoint en 2e division et on est monté la 2e année en 1re division.
Ensuite, j'ai fait un intérim à Moucron, encore en première division pendant 6 mois pour sauver le club. Et puis après, j'ai fait aussi un deuxième passage à Moucron, plus court en tant que numéro 1. Et juste avant ça, il y a eu un problème de flottement au club avec le licenciement de Marcelo Bielsa. Et entre Bielsa et l'arrivée de Galtier, j'ai pris la relève pendant 7 matchs en première division. Et ensuite, et entre deux, voilà, j'ai entraîné les U19, j'ai entraîné l'équipe réserve aussi du LOSC. Donc voilà, grosso modo mon parcours avant mon arrivée à l'AS Phare. Voilà. Très bien. Et du coup, après votre arrivée, déjà, comment vous avez été approché par l'AS Phare? Comment ça s'est passé, donc, la signature? J'ai eu un contact par l'intermédiaire, de façon classique, un agent m'a contacté parce que il avait fait une recherche sur Transfer Market, il me semble. Et voilà, je correspondais à ces critères et il m'a présenté le projet de l'AS Phare qui m'a séduit. Surtout, j'étais arrivé à un âge aussi, je suis pas très vieux, mais je suis plus tout jeune non plus, où j'avais envie aussi j'étais à la recherche d'une expérience à l'étranger et c'était le bon timing pour moi de tenter l'aventure. Et puis le projet de l'AS Phare était cohérent. Ce qu'on m'avait annoncé, c'est la réalité d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de double langage. Donc voilà, j'ai tenté l'aventure et je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Ah, c'est super. Et juste avant de parler le football, j'ai envie de vous poser cette question. La vie au Maroc, du coup, comment ça se passe? Bah écoutez, j'adore Rabat. D'abord, j'adore le pays parce que c'est un pays très très accueillant. Les gens sont formidables. Et puis Rabat est une belle ville, une très belle ville. On s'y sent bien. Tout est fait pour être bien. Donc aujourd'hui, là aussi sur la qualité de vie, il y a aucun regret. Super. Bon. Et, les gars, vous voulez peut-être réagir? Et du coup, coach, moi je pense que quand vous êtes arrivé, vous avez pris une équipe qui, effectivement, l'AS Phare, ils avaient beaucoup d'ambition de par leur histoire aussi. Mais c'était une phase où il y avait, je pense, beaucoup de difficultés pour l'AS Phare pour s'imposer à côté des grands clubs marocains. Donc, est-ce que vous avez vu en cela un challenge pour vous? Oui, parce que d'abord, je connaissais l'équipe par cœur. Je connaissais les joueurs qui arrivent, les Amoudan, les Derag, les Larbi, le Naji, tout cela, puisque j'avais fait partie du processus de recrutement. Quand je vais vous donner un exemple, quand quand le club recrute des RAG, je vais le voir 3-4 fois à Khokhimka, je me déplace, je vais sur place, je le vois en live. Donc je connaissais les joueurs par cœur et je savais que cette équipe, elle avait le potentiel pour gagner la Botola. On n'était pas sûr de la gagner, mais je savais que cette équipe, elle avait le potentiel parce que il y avait de la qualité. Je savais qu'il fallait beaucoup travailler, c'est ce qu'on a fait, parce que contrairement à ce qui a été dit, on n'avait pas le meilleur effectif de la Botola, mais on avait un bon effectif. Je dis toujours qu'on avait un bel effectif. Par contre, ce qu'on a fait, on est devenu la meilleure équipe. À force de travail, on est devenu la meilleure équipe. Mais au départ, on n'avait pas le meilleur effectif. Je sentais qu'il y avait la possibilité de gagner cette Botola. Et je pense que je me suis pas trompé puisque le titre a été gagné et l'équipe a mérité de le gagner la saison dernière. Et il y a des joueurs qui vous sont... J'ai pas entendu, désolé. Il y a une coupure. Oui, est-ce qu'il y a des joueurs qui vous ont impressionné du coup quand vous êtes arrivé? Dans l'équipe, ouais, moi je vais vous dire, d'abord il y a le capitaine Rimat qui a pris. Moi je pense que c'était déjà un bon joueur.
j'ai pas la prétention de l'avoir développé, mais je pense qu'il a pris une dimension supplémentaire la saison dernière et il confirme encore cette saison. Parce que je pense que on a changé des choses dans son jeu de manière à le rendre plus vertical. Dans son jeu, où il était moins, je trouvais moi la saison précédente. Et puis après, c'est quelqu'un, je dis toujours que c'était mon entraîneur sur le terrain. Parce qu'il a cette capacité, cette faculté d'analyse. C'était un vrai relais sur le terrain. Et puis le deuxième joueur, c'est Reda Slim, qui était performant les autres années, mais inconstant. Et l'année dernière, avec nous, il a eu une constance permanente dans la performance. Alors certes, il a eu deux petits soucis de comportement à l'USMA et en Coupe arabe où il prend 2 cartons rouges. Mais quand on regarde au final sa saison et le niveau à laquelle il jouait, je savais qu'il pouvait jouer à ce niveau-là, mais j'avais le questionnement de savoir s'il allait maintenir son niveau de performance. Et là-dessus, il a atteint les espérances que j'avais en lui et il a été performant sur toute la saison. D'accord. J'ai juste une question, rapidement sur Halimat, et après je te laisserai la parole. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais le débat aujourd'hui, dans le public marocain, en tout cas la sélection marocaine, c'est est-ce que Halimat, avec le nombre de talents qu'on a dans l'équipe nationale, mérite sa place en équipe nationale? J'aimerais bien vous poser la question, avoir votre avis là-dessus. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Comment on peut le savoir si on ne l'essaye pas? C'est difficile. Je n'ai pas la réponse, moi, aujourd'hui. Par contre, ce que je peux dire, c'est que pour que tout le monde ait la réponse, il faut le tester. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, depuis 2 saisons, c'est le meilleur joueur marocain. Au Maroc, en Botola. C'est le meilleur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense qu'une équipe comme l'Afrique du Sud, qui a beaucoup de joueurs locaux dans sa sélection, c'est une équipe qui a éliminé le Maroc en CAN. D'accord? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un joueur de Botola du niveau de Halimat, il n'aurait pas pu être testé dans une compétition comme la CAN? Avant de le tester sur des compétitions mondiales type Coupe du Monde. Est-ce qu'aujourd'hui il n'aurait pas dû avoir cette chance? Moi, je pense que si, parce que on doit à un moment donné, il y a des joueurs locaux qui ont été sélectionnés avec des niveaux de performance moins importants que Halimat. Donc après, je dis pas qu'il doit être titulaire ou Walid Regragui est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire. Mais je pense que, au-delà de le prendre aussi, c'est envoyer un message aux joueurs locaux. Voilà, je pense. Et encore une fois, sur les 18 derniers mois, c'est le meilleur joueur marocain du championnat. Donc, il mérite et je pense qu'on doit lui donner sa chance d'aller en sélection. On est tous d'accord là. Ce qui a à passer, c'est celui-là, c'est de donner aussi l'opportunité aux joueurs locaux d'avoir cet accès à l'équipe nationale et surtout un joueur qui a été constant et qui a joué pendant 2 ans, on va dire, sur le même niveau et qui est bon, quoi. On a regardé le dernier match contre le Wydad, il était bon. Enfin, à chaque fois que je regarde les matchs de l'AS FAR, je le trouve impressionnant. C'est un joueur qui est juste techniquement, qui fait les courses, qui fait le pressing. Enfin, c'est un joueur de haut niveau, quoi. Donc, je ne vois pas le même. Et ensuite, je vais me permettre une dernière remarque. Et encore une fois, c'est pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour le travail de Walid et tout ce qu'il a fait et tout ce je pense qu'il peut encore faire avec la sélection. Mais l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, on a eu un rythme infernal en compétition. Il y a même un moment donné, sur 33 jours, on a fait 11 matchs de compétition en 33 jours. C'est unique au monde. Ça n'existe même pas en Europe, ce rythme-là. Nous, on l'a fait. Et un des arguments de Walid était que jouer un match par semaine, c'était pas la réalité. Or, Halimat, la saison dernière, sur les 11 matchs, il en a joué 9 ou 10. Donc, il a cette capacité
a aussi enchaîné et joué tous les 3 jours. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'étais un peu surpris de cet argument, dans la mesure où Erimat, vous regardez l'année dernière, on a fait, avec moi, c'était 46 matchs et au total, c'était 51 matchs. On a fait 51 matchs quand même l'année dernière avec la SFA. C'est énorme. C'est pratiquement 2 Botola qu'on a joué l'année dernière avec 21 joueurs. Et Erimat, il a été ultra performant pendant quasiment plus de 90% des matchs. Ça, c'est la réalité. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'enchaîner. Parce que c'est un professionnel aussi dans son attitude. En dehors du terrain, Erimat est un professionnel. Moi, coach, j'aimerais que vous avez plein de choses, plein de trucs intéressants. Moi, j'aimerais bien rebondir un peu sur ce que vous avez dit par rapport à votre parcours. Donc, voilà, c'était plus... vous avez passé pas mal d'années au LOSC. Le LOSC, donc voilà, au niveau de la formation, on connaît l'école LOSC avec Eden Hazard. Il y a eu de grands joueurs qui sont passés par le LOSC et vous avez vu ça. Et il y a aussi des entraîneurs de grand niveau qui sont passés aussi par le LOSC. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui vous a inspiré ou bien des joueurs qui vous ont marqué et que vous avez en quelque sorte, de cette inspiration-là, vous avez essayé donc de faire à peu près la même chose avec l'AS FAR, par exemple? Alors, question difficile parce que il y a eu différents profils d'entraîneurs au LOSC. Je prends l'exemple, quand je suis arrivé en 2000, c'était Vaid Halilhodžić. Donc, quelqu'un qui était vraiment compétiteur. Il n'y a pas de jeu. On le connaît très bien. Voilà, donc c'est long ballon devant, on joue le deuxième ballon et puis on presse. Derrière, on enchaîne avec Claude Puel qui a aussi un style différent. Et après Claude Puel, on a Rudy Garcia qui est un joueur de ballon et on a été champion de France en 2011 avec Rudy Garcia, a gagné la Coupe de France en 2011 avec 5 ou 6 joueurs formés au club et un entraîneur qui, voilà, 4-3-3, on joue au ballon, on pose, on contrôle le match, on contrôle le ballon, on joue la possession. Donc il y a beaucoup de choses on a eu des profils différents, mais il y a des choses que je prends chez l'un et chez l'autre. Il y a pas quelqu'un qui m'a ensorcelé complètement. Et le paradoxe aujourd'hui, c'est que n'étant plus au LOSC, je me sens plus proche dans le jeu, dans les idées, d'un Paulo Fonseca qui est actuellement au LOSC et qui fait un énorme et un excellent travail, alors que j'y suis plus. Mais c'est vraiment aujourd'hui, je pense que c'est un entraîneur qui est sauté, même si les choses elles vont changer avec ce qu'il est en train de faire. Mais c'était quelqu'un qui est plus dans ma sensibilité. C'est Paulo Fonseca. Ouais, on le voit, il fait des années avec le LOSC, effectivement. En tout cas, en France, on parle bien de lui. Hein, il est bien vu. Hein. En tout cas, la presse parle bien de lui. Hein. On parle que c'est. Ouais, et puis c'est l'école Guardiola. C'est une progression de jeu. Enfin, allez-y. Je vous laisse. Mais il a battu Guardiola. Il a battu City en Ligue des Champions avec le Shakhtar Donetsk. Si vous voulez, le parcours de Paulo Fonseca est très simple. Il était à Rio Ave, en première division portugaise, et puis il va à Porto. Et à Porto, il échoue parce qu'il est trop jeune pour entraîner Porto à l'époque. C'est un très très jeune entraîneur. Et puis après, il retourne à Rio Ave et puis il repart, il redémarre. Et ensuite, il fait Shakhtar Donetsk, il fait la Roma, il fait Lille, et partout où il a été, on a toujours les mêmes ingrédients. Du beau football, de la qualité, c'est un bosseur, et c'est quelqu'un qui, sur le plan humain, est une très bonne personne. Donc, si vous voulez, je dis pas que je suis comme lui, mais c'est quelqu'un qui est plus c'est quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup plus d'affinité. Vas-y, Anouar, tu voulais dire quelque chose? Non, ben après, moi, c'est plus dans le débat, c'est que, voilà, on a évoqué aussi Marcelo Bielsa, et dans ce sens, en fait, d'avoir des entraîneurs un peu philosophes. Enfin, il n'y a pas que Bielsa, il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres entraîneurs, par exemple, qui peuvent vous inspirer
On a parlé de Guardiola. Est-ce que, par exemple, les tactiques des Allemands, l'école allemande, avec tout ce qui est inspiré par Ralf Rangnick, avec Klopp, le Gegenpressing, il y a aussi d'autres écoles, l'école italienne avec de la défense. Est-ce qu'il y a une école en particulier pour laquelle vous vous sentez plus proche? Non, je vous dis, moi je suis un curieux. Je suis curieux, je regarde, j'ai regardé la CAN. D'ailleurs, sur la CAN, j'ai demandé à mes entraîneurs de choisir une équipe en CAN et de la suivre tout au long de la compétition pour l'étudier. Donc, je suis capable de regarder ce qui se passe ici sur le continent africain comme ce qui se passe en Europe. Actuellement, je travaille sur Fernando Diniz à Fluminense, qui est aussi c'est très particulier ce qu'il fait. Donc, si vous voulez, j'essaie d'être un peu un chercheur, aller voir et essayer de comprendre pourquoi les entraîneurs jouent de telle ou telle manière. Donc, et j'aime prendre à droite, à gauche un petit peu, mais j'ai pas de vrai modèle. Après, je fais à ma sauce, en fonction de mon feeling, en fonction des joueurs que j'ai, en fonction de l'ADN du club. Par exemple, quand on me propose les phares, je réfléchis et je sais que je peux pas mettre une équipe de contre-attaque, une équipe avec un bloc bas, parce que c'est pas l'ADN du club et c'est pas l'ADN du public aussi. Le public, il veut une équipe agressive et une équipe qui attaque. Donc, je sais que quand je commence avec les phares, mon équipe, elle va être agressive, mon équipe, elle va attaquer, mon équipe, elle va aller chercher l'adversaire haut, parce que ça colle à l'ADN du club. Et je pense que quand on entraîne une équipe, quand on prend une équipe, l'ADN du club est important. Vous savez, coach, moi, ce discours me plaît parce que lorsqu'il y a un coach qui prend une équipe, lorsqu'il est le head coach et à la tête d'une équipe, souvent il veut ramener sa patte sans vraiment comprendre l'ADN du club et l'historique un peu du club et l'histoire du club. Donc le fait de ramener ça, à la fois l'histoire, l'ADN du club avec le modèle technique que vous pouvez proposer, ça c'est un discours en tout cas qui me plaît. On reviendra sur ça tout à l'heure. Moi, j'ai juste envie de repartir sur le débat initial qui est la SFAR. Si on prend l'année dernière, est-ce qu'on peut dire avec le niveau que la SFAR aujourd'hui, que vous êtes, on va dire, en quelque sorte l'initiateur de ce projet qui a démarré il y a 2 ans pour mettre la SFAR dans les bonnes rails, comme a dit Anouar tout à l'heure, que c'était un peu compliqué avant. Avec votre arrivée, ça s'est bien amélioré, ça s'est converti, on va dire, en un championnat qui a été gagné à la fin. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu celui qui a initié le projet aujourd'hui? Écoutez, moi je pense que ça, je peux pas répondre à cette question. Les gens au club, je vais prendre la direction, les supporters, ou voilà, c'est à eux de répondre. Moi, je sais que j'ai travaillé pour le club avec conviction, mais dans la stratégie qui avait été mise en place, je voulais pas et on voulait pas avec le club. Quand j'ai exposé l'idée, quand j'ai participé au recrutement notamment des joueurs qui sont arrivés, pas cette saison, mais la saison avant que je reprenne l'équipe, il fallait pas que on fasse un one shot. Il fallait pas qu'on soit champion une année et qu'on disparaisse de la circulation. Il fallait construire un effectif pour être dans la durée, pour avoir l'ambition, je dis bien l'ambition, avoir parce qu'après on ne sait pas si ça arrive ou pas, mais avoir l'ambition de dominer le championnat marocain sur les prochaines années et pas seulement sur une année. Ça, c'était une conviction. Et le recrutement qui avait été fait, et aujourd'hui, si on regarde l'équipe type que Nabi met en place, il y a toujours 7-8 joueurs de la saison dernière, ce qui fait qu'on s'est pas beaucoup trompé. Et les joueurs qui rentrent, comme Diakité, qui sont des très bons numéro 2, ils rentrent, ils marquent, ils sont décisifs aussi pour le club.
Donc, si vous voulez, la stratégie qui avait été mise en place, elle était justement pour durer et pas seulement faire un one-shot. Donc, ça a été ma conviction profonde. Et c'est ce que j'ai expliqué à la direction qui a bien sûr adhéré aussi à ça parce que moi, tout seul dans un club, je suis rien. L'institution est au-dessus de Dacruz. Et moi, il fallait absolument que j'explique cette réalité et cette stratégie. Et ça se confirme puisque on est sur la continuité de la saison dernière. Alors après, quelle part m'attribuer à ce projet? Sincèrement, je laisse la place aux autres de juger. Et moi, je sais que j'ai fait avec passion et conviction, et c'est la chose la plus importante pour moi. Tout à fait. En tout cas, la question, c'est en partie d'une part des supporters de l'AS FAR qui nous ont dit que c'est bien vous, on va dire, instigateur ou l'initiateur de ce beau projet qui a démarré il y a un an. Et grâce à vous que l'AS FAR est bien arrivé à ce niveau-là, on va dire, cette année. Toujours sur l'année dernière, du coup, si je vous pose la question de nous faire un petit résumé de ce qui s'est passé l'année dernière, ce qui a été, ce qui n'a pas été, si vous avez même des regrets par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Je sais que vous n'avez pas fini la saison avec l'AS FAR. Il y a eu un autre entraîneur qui a repris juste, on va dire, 4-5 derniers matchs avant la fin du championnat. Donc voilà, si vous avez des choses à partager avec nous aujourd'hui, voilà. Bon, écoutez, alors, d'abord, je regrette rien. La chose la plus importante, c'est que j'ai vécu une aventure extraordinaire. Même si elle n'a pas été au bout, j'avais un groupe fantastique sous la main. J'avais avec moi des gens fantastiques au quotidien. On parle souvent des joueurs, mais autour de moi, il y avait l'équipe médicale, les intendants, il y avait tous ceux qui accompagnaient l'équipe et qui se mettaient, qui se cadrent pour nous. Donc, sur le plan humain et même sur le plan sportif, j'ai vécu une excellente saison. Après, peut-être, il y a deux regrets. Ouais, enfin, c'est pas des regrets que j'ai, c'est deux choses que je n'ai pas compris. La première, c'est quand j'ai été nommé, c'est l'étiquette qu'on m'a collée dès le départ, celle d'un formateur et d'un formateur qui avait été choisi par défaut par la direction de l'AS FAR. Ça, je vous dis, j'ai pas compris pourquoi, parce que quand je reprends l'AS FAR, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais déjà 110 matchs de première ou deuxième division en Europe sur un banc, soit en tant que numéro 2, soit en tant que numéro 1. Et quand on fait 110 matchs, c'est l'équivalent quasiment de 4 championnats Botola, 4 années en Botola. Et en fait, on m'a donné l'étiquette juste d'un formateur. Ça, j'ai pas compris. D'autant plus que cette saison, il y a des entraîneurs en Botola aujourd'hui qui sont issus aussi de la formation, qui ont commencé en formation, qui n'avaient pas 110 matchs comme je les avais et qui n'ont pas été catalogués formateurs. Ils ont été catalogués comme entraîneurs. Je prends, il y a celui qui est parti, il y avait le club de Berkane, il y a aujourd'hui à Touarga, et il y avait Adil Ramzi au WAC. D'accord. Mais encore une fois, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien que les clubs donnent la chance à des entraîneurs à la formation d'accéder au poste de numéro 1. Mais ces gens-là, ils n'ont pas eu la même étiquette que moi. On m'a attribué. Et si vous voulez, ça, j'ai pris. Et après, c'est tout le côté médiatique. Alors, pas tout le monde. Encore une fois, je parle d'un point de vue global, mais tout le monde. Mais j'ai perdu 3 matchs en championnat la saison dernière sur 25. Et j'ai perdu 6 matchs sur 46. Et à chaque fois qu'il y avait un nul ou une défaite, j'étais attaqué de toutes parts. Alors après, la critique, je suis ouvert à la critique. J'ai commis des erreurs, j'en suis conscient. C'est pas ça. Mais je vais vous donner un exemple. Quand on joue le WAC et qu'on gagne 3-0, la semaine suivante, on joue Soilem et on fait match nul. Mais on est victime d'une grosse erreur d'arbitrage. Un but qui est valable, qui nous est refusé, à la VAR, il est valable, mais on ne peut pas nous le réattribuer parce que l'arbitre a sifflé avant
avant la fin de l'action. Donc, on fait match nul, on perd 2 points. Le lendemain, je suis invité à une émission de radio et on me dit ben, tu as gagné le WAC 3-0, tu aurais dû gagner Soilem 5-0. Mais il est où le raisonnement? Mais mettez-vous à la place des supporters des Phares qui ont la passion de leur club, qui ont envie que leur club gagne le championnat. Ils écoutent ça. Comment voulez-vous que ces gens-là, à un moment donné, ils puissent croire en Dacruz? C'est pas possible. Juste par rapport à ça, quelle est votre explication à ça, à ce que vous soyez un peu la cible des médias? Je n'ai pas d'explication. Alors, pour moi, il y a 2 choses. Parce que fondamentalement, sur les résultats, je ne vais pas dire que je suis inattaquable, mais j'ai été attaqué quand même à une période en début de saison. Je fais 15 matchs sans défaite. 15 matchs, Coupe de CAF et championnat compris. Au mois d'août, il me manque 9 joueurs lors de la préparation parce qu'ils sont en sélection CHAN. Vous imaginez dans quelles conditions j'ai commencé la préparation. Bien. Et on m'attaque. Mais j'ai pas d'explication rationnelle. Faut demander à ceux qui ont attaqué pourquoi ils ont attaqué comme ça. C'est à eux. Alors, pour moi, il y a que 2 hypothèses. Soit on fait du protectionnisme parce que je suis étranger, ou soit c'est un délit de sale gueule, comme on dit chez nous en France. C'est tout. Moi, j'ai que ces deux explications, j'en ai pas d'autres. C'est tout. En tout cas, nous, on le fera. Après, si vous en avez d'autres, moi, je suis à l'écoute, hein. Il n'y a pas de problème. Non, on va pas rentrer dans les intentions des gens, en tout cas, mais voilà. C'était bien que vous parliez de ça, que vous expliquiez aussi, que vous dites ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Oui. Voilà. Et le deuxième regret, c'est sportif. Comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, j'avais 21 joueurs. Et on s'est engagé sur 4 compétitions. La dernière, la Coupe arabe, ça a été la coupe de trop, la compétition de trop. Sur les 21 joueurs, j'ai 3 joueurs qui sont issus du centre de formation et qui ont 0 expérience de Botola, et ils ont 0 expérience d'une saison en Botola. Donc, cette compétition, on n'aurait pas dû la faire. Elle était de trop. Elle nous a imposé des longs voyages. Elle nous a imposé 4 matchs en plus. Et c'est sûr que avec la CAF, la Coupe du Trône et la Coupe arabe, bien sûr qu'on a perdu des points en route. Bien sûr. Mais on avait un rythme effréné. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait 11 matchs en 33 jours. Et ça a été un vrai regret sportif. Parce que peut-être, alors après, on peut pas prédire l'avenir, mais peut-être que s'il n'y a pas la Coupe arabe, peut-être que je vais au bout des choses avec l'équipe. Voilà. Mais sinon, globalement, je le répète, j'ai vécu des moments extraordinaires, des matchs à domicile en CAF contre Pyramides, contre Futur avec un public, le match du WAC avec le public, c'était extraordinaire, que des bons souvenirs. C'est beau, en tout cas. Moi, j'ai une question par rapport à la Botola et du coup au niveau du coach local, parce que vous avez joué contre pas mal d'équipes marocaines, pas mal de coachs marocains. Est-ce qu'il y a une équipe ou un style de jeu ou un coach en particulier qui vous a mis beaucoup en difficulté? Ouais. C'est simple, c'est très simple, c'est le FUS. Pourquoi? Parce que avec une défense 5, un très bon gardien l'an dernier qui leur a ramené beaucoup de points, un jeu en transition, une équipe qui dès qu'elle marque en premier, c'est extrêmement difficile de gagner contre elle. Donc c'est l'équipe sur le match aller et sur la Coupe du Trône. J'avais prévenu les joueurs, voilà, c'était le scénario, il fallait surtout prendre 2 premiers. Parce que cette équipe-là, quand elle prend en premier et qu'elle s'ouvre, là, elle est en très grande difficulté. Et c'est l'équipe qui m'a posé le plus de problèmes. Mais en même temps, c'est une équipe qui a joué avec ses armes. Et c'est une équipe qui a été… le fait qu'elle joue à 5, c'est pas suffisant. C'est une équipe qui était très bien organisée aussi dans ce qu'elle proposait. Sur le plan défensif, le travail de Selami est très organisé.
c'est pas uniquement le fait de positionner 5 joueurs dans la défense. C'est vraiment une équipe qui était bien organisée. Anwar, Oussama. Non, moi juste un petit commentaire par rapport à ça. Enfin, par rapport au FUS, ce qui fait plaisir aujourd'hui, c'est que on a deux équipes un peu, on va dire, au top de la capitale, donc de Rabat. Donc voilà, sur des années, on connaît donc Raja et l'Ouidad. Donc là aussi, par rapport au FUS et les phares, ça fait des années, soit le FUS est au top, soit les phares est au top. Donc là, aujourd'hui, on a un vrai choc entre le FUS et les phares. Moi, je voulais juste rebondir un peu et rentrer un peu plus dans le détail, peut-être sur l'aspect technique et l'aspect tactique, par rapport au système de jeu que vous avez proposé l'année dernière. Est-ce qu'il y a un système que vous manipulez le mieux? Là, on connaît, donc voilà, avec vous avez évoqué donc le 4-3-3. Est-ce qu'il y a des systèmes que vous adoptez? Est-ce que vous adaptez en fait au style de jeu des autres équipes? Non. En fait, si vous voulez, mon système de référence, c'est le 4-4-2. Parce que je pense que sur le plan défensif, c'est celui dans l'occupation du terrain le plus rationnel. Maintenant, aujourd'hui, les systèmes ne veulent plus rien dire. Aujourd'hui, moi, je travaille par zone. Je découpe toujours le terrain en 3 parties. Et en fonction de la partie dans laquelle on est, ou en fonction de l'adversaire, si on attaque, comment il défend, on a une flexibilité, on est une équipe qui devient hybride dans notre jeu. Pareil sur le plan défensif, en fonction du bloc, de la position du bloc, on peut très bien défendre en 4-3-3, en 4-4-2 ou en 5 ou en 5-4-1 ou 5-3-2. D'ailleurs, si on a le temps tout à l'heure, il y aura je vous montrerai un petit peu la démarche. Mais pour moi, aujourd'hui, si vous voulez, les équipes. Comment? On peut y aller tout de suite si vous voulez. Très bien. Comme ça, vous nous montrez. Très bien. Donc, je vais vous montrer l'aspect offensif et puis après, si vous voulez, on fera l'aspect défensif. D'accord? Donc, sur les sorties de balles, par exemple, j'identifiais si on était sous pression ou sans pression. Là, sur la première que je vais vous montrer, est-ce que vous la voyez? Ouais, c'est bon. Vous la voyez? Ouais. Voilà. Donc, en fait, on voit que l'adversaire ne vient pas nous chercher. Donc, si vous voulez, dans cette démarche, nous, on est toujours positionné en 4+2. Donc, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez les 4 défenseurs, ici, et les 2 milieux de terrain, là, qui forment un carré avec les 2 joueurs qui sont plus hauts sur le terrain. Donc, notre 4+2, c'est notre système de sortie de balle. Mais par contre, après, on adapte la sortie en fonction de la pression de l'adversaire. Pression haute, sans positionnement haut, sans pression, notre objectif, c'est de repartir en jeu court, comme vous allez le voir ici sur cette vidéo, avec l'occupation des zones. Et là, notre objectif, quand on est dans cette position-là, c'est d'être après quasiment une équipe de contre-attaque, avec de la vitesse, des redoublements de passes, pour aller vite dans le camp adverse. Un peu à la Désherbie ici. Voilà, il y a des idées. Parce que notre objectif sur les sorties de balles, c'est le 3e homme ou le joueur libre. La recherche du 3e homme ou joueur libre. Mais là, on est sur le cas d'une sortie sans pression. Quand on est sur une sortie avec pression, voilà. Vous allez, donc là, on est toujours sur le 4+2 qu'on identifie avec les 2 centraux ici. On a ici les latéraux là. On a les 2-6. Voilà. Notre objectif, c'est que quand l'adversaire il vient à 4 ou 5 ici, et là vous voyez ce joueur-là qui vient se rapprocher pour faire le 5e, on a tout un espace ici qui se libère. D'accord? Et donc ensuite, ce que je mettais en place, c'est que ce joueur ici là, et l'autre, là-bas,
on devait fixer ces deux joueurs. Ce sera Amoudan, parce qu'Amoudan est en train de se mettre en place. Amoudan ici et Slim, ces deux joueurs doivent fixer la ligne de 4. Ce qui va nous permettre d'avoir une supériorité numérique ici à l'intérieur en 2 contre 1 avec, je crois que c'est Fatih et Igaman. D'accord? Et si vous voyez un peu voilà. Là, regardez, voilà, vous avez vu ici le point d'interrogation. Je vais avec sur le latéral gauche, latéral droit de Agadir. Vous voyez? Voilà. En fait, il ne sait pas s'il doit aller chercher Igaman ou s'il doit aller chercher ici Amoudan. On crée l'incertitude. Et quand on va un peu plus haut, voilà, regardez. Là, il n'ose plus sortir. Et en fait, parce qu'il sait qu'Amoudan, il va se rapprocher de lui. Et donc, Amoudan est là-bas, Slim. On fixe la ligne de 4. Et ce qui nous permet d'avoir le 2 contre 1 ici à l'intérieur, avec Igaman et Fatih. Et quand vous regardez ici, voilà, là, on crée le décalage. Et là, dans cette position-là, on est en situation d'attaque rapide. Parce qu'on a l'espace, on a l'avantage positionnel et on a aussi l'avantage qualitatif qui va nous permettre de continuer l'action. Parce que quand on joue sur Igaman, bien entendu, l'objectif derrière, c'est de donner une continuité à l'action. Donc, on a 2 avantages positionnels et qualitatifs. Et là, on va partir. Et là, ça va très vite. Oui. Ouais, si vous m'entendez. Si vous pouvez revenir juste là où le 2 contre 1, du coup, en half space, tout à l'heure. Voilà. Ça m'intéresse. Ouais, quand vous avez parlé des 2 excentrés qui vont fixer les 4 défenseurs. C'est ça. Voilà. Donc, est-ce que déjà, première question, est-ce que Agadir, ils sont bien positionnés pour vous sur cette prise-là? Non. Mais non, parce que si vous voulez, c'est là le truc. En fait, si vous voulez, le scénario, le scénario, il est très simple. Mon travail, c'est d'imaginer, d'anticiper les comportements de l'adversaire. C'est ça. D'accord? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? S'il n'y a pas quelqu'un qui sort sur Igaman, c'est un ballon, Borges d'abord, ce que fait Borges, c'est très bien, et c'est ce que je lui demandais régulièrement, c'est de faire les passes en diagonale. Pourquoi? Parce que vous imaginez que si Borges il fait la passe ici à Fatih, il va jouer dans le même couloir de jeu. Mais cette passe, elle est lisible, elle est prévisible pour l'adversaire. D'accord? Par contre, la passe de Borges sur Igaman, c'est une passe de contre-pied. Elle n'est pas lisible et en plus, elle prend l'adversaire à revers parce que tout le monde s'attend à ce qu'il joue sur Fatih. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si personne ne sort sur Igaman, Borges met un ballon aérien à Igaman. On est bien d'accord. S'il n'a pas de pression, il a le temps de contrôler, de maîtriser, de mettre au sol et de prendre de la vitesse et de jouer le 2 contre 1 avec Fatih. Donc, maintenant, le scénario, c'est qui sort sur Igaman. Si c'est le latéral droit, il va libérer Amoudan. Donc, il y aura une recherche ici de Amoudan. Si c'est un central qui sort sur Igaman, il crée un espace que Amoudan doit attaquer. Donc, on va jouer encore plus direct, plus loin. C'était la consigne de Borges. Si on avait un joueur qui sortait sur Igaman, il fallait attaquer l'espace dans le dos de ce joueur qui sortait. C'est Reda Slim qui fait ça? Ici? Non, si le défenseur central sort sur Igaman, du coup, ça fait 2 contre 2. Il y a l'espace derrière le défenseur central qui est vide maintenant. C'est ça. Qui attaque? C'était soit c'était du côté de Amoudan, d'accord? Si ça jouait du côté d'Amoudan, c'est Amoudan qui devait prendre la profondeur. Si c'était Slim, c'était lui qui devait prendre la profondeur. C'est pour ça que dans le choix des joueurs extérieurs, je mettais des joueurs à vocation de vitesse. Deux joueurs rapides. Là, coach, dans ce que vous montrez là, je pense que c'est un peu similaire en fait. On l'a un peu vu dans, voilà, Sam tout à l'heure, il a évoqué des Herbie. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque sorte de 2 faux neufs qui sont à la fois positionnés dans les 2 parties half space, dans les 2 demi-positions du jeu. Et donc, le fait de créer cette incertitude, pour moi,
elle est très importante. Là, tout à l'heure, vous avez évoqué le 5-3-2 de Jamal Slami avec le FUS. Est-ce que, par exemple, avec un système comme ça de 5 ou de 3 défenseurs, c'est un peu plus compliqué de jouer sur cette latéralité-là, enfin, ce jeu latéral et ce jeu direct, parce que là, il y aura un peu moins d'incertitude et il y aura plus de 1 contre 1 avec Igaman et Hamoudan, justement, sur cette partie-là. Bah, si vous voulez, la particularité du système de Selami, c'est qu'il ne venait pas chercher haut. C'est une équipe qui s'est regroupée. Donc, en fait, elle nous laissait sortir le ballon tranquillement, facilement. Notre problématique contre le FUS, c'était pas la première ou la deuxième zone, c'était la troisième zone. Parce qu'ils avaient un bloc bas, il fallait attaquer ce bloc bas. Vous comprenez? Donc, on n'avait pas ce problème de sortie. Les sorties de balles contre le FUS, elles étaient faciles et sans pression. Ils avaient un bloc compact et ils se mettaient en 5-3-2, c'est ça? C'est ça. Et un bloc très bas. Donc, au final, il n'y avait pas besoin de quasiment de jeu de position au départ parce que ils étaient tellement bas qu'ils nous laissaient sortir. Eux, leur objectif, c'était de nous aspirer dans la troisième zone, dans la zone de finition, pour nous piquer après sur le jeu de transition et les contre-attaques. Et coach, j'ai une autre question. Peut-être que ça va intéresser aussi nos spectateurs. C'est que comment on travaille ce jeu de position? Comment on travaille le troisième homme dans les entraînements? Parce que là, ça paraît très intéressant. Et lorsqu'on voit ça, on voit que voilà, il y a bien quelque chose qui émane de ça, mais comment on le fait? Alors, je vais vous montrer, si vous permettez, voilà, un type d'exercice. Donc, très simple. On a dans un premier temps le 4 contre 4, donc avec le 4+1 avec le gardien et les 4 rouges ici qui viennent presser haut. On a une zone neutre ici et on vient mettre, quand le ballon est joué, voilà, on vient créer la supériorité numérique à l'intérieur, dans cette zone intermédiaire. D'accord? Et là, dans cette zone intermédiaire, l'objectif, c'est de trouver le joueur libre, parce que le joueur qui est là, s'il prend le 10, il va libérer le 9. S'il prend le 9, il va libérer le 10. Il y a toujours la problématique de supériorité. Et une fois qu'on a éliminé ce joueur, on va réattaquer la zone de finition pour finir en 4 contre 4, ce qui va donner ce type d'exercice. Voilà, vous l'avez ici, il est imagé avec position, voilà, travail de position, 2 contre 1, 2 contre 1, et après on attaque. Mais et là, on doit développer les courses. Ouais. Là, encore une fois, c'est dans un cas où l'équipe adverse ne sort pas en 1 contre 1. Est-ce que vous avez déjà eu une équipe adverse au Maroc qui est sortie en 1 contre 1 et du coup qui ne vous a pas laissé justement ce surnombre au milieu de terrain? On a eu, alors il y a des équipes qui ont effectivement essayé au Maroc. Alors ici, je vais vous montrer l'exemple ici de Futur en CAF. Vous voyez, voilà, c'est une équipe qui vient aussi, qui essaye de venir nous mettre la pression haute, et on a le principe de supériorité avec aussi la passe en diagonale. Et on fixe avec les deux excentrés, on fixe la ligne de 4. Après, il y a eu très peu d'équipes qui sont venues nous chercher en 1 contre 1. La seule qui a essayé de mémoire, c'était le Touarga de Tiwi. On les avait joués en amical et ils avaient tenté le coup juste avant le match retour. Et en fait, quand on les a reçus sur le match retour, je pensais qu'ils allaient le faire. Et ils l'ont fait les 20 premières minutes. Mais quand ils sont venus nous chercher, justement, on a gagné 3-0 et on est sorti très vite, on a attaqué les espaces. Et au bout de 20 minutes, le match était plié. Parce que ils avaient tenté sur le match de préparation et j'avais anticipé le fait qu'ils viennent. Donc c'est la seule équipe de mémoire qui est venue nous chercher haut, mais qui est venue nous chercher haut les 20 premières minutes, puisque
après, on avait fait la différence et elle a reculé. Mais sinon, non, aucune équipe n'était venue nous chercher. Et là, regardez, voilà, vous voyez ici Fatih qui scanne, et puis après, là, voilà, là, ce qui est intéressant pour moi, ce qui était intéressant, c'est qu'on était quasiment sur une phase d'attaque rapide, parce que comme on avait gagné l'espace et qu'on donnait de la continuité au jeu, là, on oblige l'adversaire à reculer, à défendre en reculant. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Moi, je veux juste rebondir sur ce que vous avez dit sur Marga et Skitiwi et du coup les 3-0. Est-ce que c'était parce que leur pressing n'était pas bien coordonné, ou est-ce que c'est parce que vous avez trouvé la solution à ce bloc très haut, à ce pressing intense? Et puis la deuxième question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau des coachs marocains, on est un peu ambitieux par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au niveau européen et le football européen, quand on voit presque toutes les tendances et toutes les équipes aujourd'hui, on a tendance à faire un pressing en man-to-man ou 1 contre 1, quoi. C'est une question difficile parce que les coachs, si vous voulez, moi je le fais pourquoi? Parce que je connais parfaitement mon effectif. Je sais de quoi il est capable, mais je sais aussi que je l'ai entraîné pour en arriver là. Vous comprenez? Pour moi, le plus dur, c'est que ce que je demande aux joueurs, je le travaille de manière intense à l'entraînement. C'est pas possible aujourd'hui de ne pas travailler les scénarios qui pourraient arriver en match. Donc pour moi, répondre si les coachs marocains sont tendance ou pas, franchement, je ne peux pas répondre à ça. Ce que je sais, moi, c'est que le foot change. Le foot, il est tout le temps en mouvement. Ce qui était fait il y a 3 ans, aujourd'hui, c'est plus du tout, pas tout à fait la même chose qui est faite aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que nous, coach, on doit être en recherche perpétuelle de ce qui se fait ailleurs. Moi, je vous dis, j'étudie les footballs des différents continents. Le football africain, j'étudie le football européen, le football sud-américain. Je pense que c'est une nécessité chez les coachs d'être constamment dans la recherche. Ça, c'est pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental. Alors après, encore une fois, c'est au bon vouloir de chacun. Vous allez avoir les passionnés, les hyper passionnés, et ça, c'est un travail personnel en fait. Maintenant, est-ce que les coachs manquent d'ambition, les coachs marocains manquent d'ambition? Moi, je trouve que, je vais vous dire, je trouve par exemple qu'un coach comme Skitiwi, je trouve que c'était un coach ambitieux. C'était quelqu'un qui avait pas peur de mettre ses joueurs en 1 contre 1. C'était quelqu'un qui a tenté des choses. Et moi, et on les a joués 3 fois en compétition officielle, donc 2 fois en championnat et 1 fois en Coupe du Trône, plus 2 ou 3 fois en amical. Et à chaque fois, je trouvais que son équipe progressait. Et que lui, j'ai trouvé qu'il avait extrêmement bien fait progresser son équipe. Et j'ai trouvé qu'il était plutôt ambitieux pour une équipe, pour un promu surtout. Moi, je trouve que c'est peut-être un dilemme aussi de finalement, est-ce que je fais sortir le défenseur central ou pas? Parce que si finalement je ne fais pas sortir le défenseur central, l'équipe adverse sera toujours en supériorité numérique. Et c'est peut-être pour ça que là, on trouve par exemple Guardiola, c'est ce qu'il fait, mais les défenseurs qu'il prend, c'est des profils très particuliers, c'est des 70 millions, des 80 millions d'euros. Donc, est-ce que ce n'est pas juste une question de qualité de joueur finalement? Si, mais c'est aussi une question je suis d'accord, hein. C'est une question de qualité, mais c'est aussi une question d'équilibre. Pourquoi? Parce que je vais prendre mon cas, hein. Encore une fois, je prends mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux. Je me permettrai pas de juger qui que ce soit ailleurs. Moi, j'avais Sawabi et Borges. Donc, je préférais que Borges sorte et que Sawabi, avec la vitesse qu'il a, il gère l'espace qu'il y a dans le dos. Parce que Sawabi, il était capable de rattraper les coups avec sa vitesse. Si je faisais l'inverse, je pense que j'aurais pu être en grande difficulté. Parce que si Sawabi va au duel, qui prend, ça va, mais s'il prend pas le ballon et que c'est Borges qui doit se retourner et qui doit courir,
on aurait été en grande difficulté. Donc encore une fois, c'est une question d'utiliser les bons profils dans le bon timing et au bon moment. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les deux excentrés qui fixent les 4 défenseurs. Il faut que ce soit des joueurs rapides. Dans mon modèle, je dis bien dans mon modèle. Dans mon modèle, il faut que ce soit des joueurs rapides. Parce que c'est des joueurs qui doivent attaquer l'espace si jamais on joue au-dessus de la défense. Je pouvais pas mettre Fati ou Igaman dans ces postes-là. Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de vitesse. D'accord. Est-ce que voilà. Donc aujourd'hui, la réflexion, elle est là. En fait, si vous voulez, c'est dans ce que vous faites, c'est est-ce qu'on met les bons profils aussi dans les situations qu'on évoque. Dans les bonnes conditions, effectivement. Est-ce que vous aussi, on peut dire que vous êtes un peu obsédé par le bloc qui doit être compact, on joue sur 20-30 mètres, les défenseurs centraux, quand on fait le pressing, ils doivent aussi monter pour avoir ce bloc qui est compact. Aussi, quand on attaque, il faut que les défenseurs montent. Quand on a le ballon, il y a le reste defense. Est-ce que vous aussi, on peut dire que vous êtes obsédé par ça? Parce qu'on le voit souvent chez les grands entraîneurs en Europe, en tout cas. Oui, bien sûr, parce que nous, après, je pourrais vous le montrer aussi tout à l'heure. On a des équilibres, mais c'est normal parce que, vous savez, le haut niveau, vous gagnez pas des matchs, vous êtes dehors. Ça, c'est la réalité. Et même des fois, quand vous gagnez, vous êtes dehors aussi. Donc, je sais pas. Mais si vous voulez, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Nous, on avait, dans ce que je mettais en place, on avait un 3+2 en équilibre défensif sur le reste défense. Mais parfois, c'était le 3+1. Et quand l'adversaire était bas, comme je prends l'exemple du FUS, on faisait même un 2+2. On faisait un carré, on mettait un carré parce qu'ils avaient un seul joueur, mais on mettait nos 6 sur des positions un peu plus hautes. Et là encore, une fois, vous pouvez avoir le même système de rest defense, mais la position de vos joueurs, elle peut être variable, plus basse ou plus haute, en fonction du scénario du match. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que il faut une flexibilité, il faut avoir des équipes hybrides. Vous comprenez? Trop bas, si c'est trop bas, vos 6, par exemple, s'ils sont trop bas, vous récupérez pas le deuxième ballon. S'ils sont trop hauts et que ça passe au-dessus, ils peuvent plus revenir pour défendre. Donc c'est tout cet équilibre qu'il faut entretenir. Donc, mais je trouve que le football d'équilibre, c'est une donnée aujourd'hui du haut niveau. Après, le bloc équipe, pour moi, il est important, mais il est aussi important quand on a le ballon de jouer proche les uns des autres. Parce que quand on le perd, on est aussi proche pour le récupérer et on fait moins d'efforts. Au lieu de faire des courses de 15 à 20 mètres, quand on est trop distant, quand on perd le ballon, on doit faire 4 ou 5 mètres pour le récupérer, ça va plus vite et on court moins. Et l'idée, pour moi, elle était de courir avec le ballon, mais pas sans ballon. Mais aussi, le fait de jouer proche les uns des autres, ça donne aussi une lecture plus difficile pour l'adversaire d'intercepter la passe. Parce que plus les passes, elles sont courtes, moins elles sont lisibles pour l'adversaire. Plus les passes, elles sont longues, et plus elles sont lisibles et plus faciles à défendre. Vous avez d'autres vidéos, du coup, à montrer, peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de dire, la phase défensive, ou peut-être même le… Sur la phase défensive. Oui. Vous voulez la phase défensive? Peut-être même l'aspect offensif, mais open play, c'est-à-dire quand il y a un bloc bas devant, ou peut-être un bloc médian, comment vous manœuvrez ça? Si vous avez des vidéos comme ça. Sur les blocs bas, je pense. Alors, je pense pas que je les ai ici, c'est sur mon disque dur. Sinon, par contre, c'est aussi intéressant. Voilà, je vais vous montrer un petit clip sur l'USMA, match qu'on a perdu au match aller. Et voilà, là on crée. Voilà, on est ici, voilà, on crée là ici, on a si vous regardez, on a la supériorité numérique au milieu. On a le 4 contre 3. On a 4 blancs ici contre 3 rouges. Donc là, on est sur l'avantage positionnel. Et là ensuite, si on regarde bien, on a le 2 contre 1 avec Larbi et Gaman sur ce joueur-là. On vient créer un 2 contre 1. Et ensuite, on vient créer un 2 contre 1 avec Igaman et avec Fati sur ce joueur-là. Donc, en fait, voilà, là, on était aussi sur le cas où la défense, elle n'osait pas sortir. Et après, on attaque et on prend la vitesse. Et là, voilà, la position d'équilibre.
c'est ce que je vous disais. Voilà, on a nos 3 joueurs qui sont ici en équilibre sur ces joueurs-là. Et là, on avait une position un peu plus haute d'un 6 et une position un peu plus basse, une position intermédiaire. Voilà, tout est une question d'équilibre et de distance. Après, c'est un peu loin, un petit peu. Quand même, le deuxième 6, il est un peu loin de l'autre joueur de l'équipe adverse. Oui, bien sûr. Non, mais là on est. Ouais. Bon. Comment? Attendez, je vais la remettre comme ça. Ici. Oui. Voilà, alors, mais on a le 3 contre. Ici. Alors oui, là, le premier, celui-là, oui, celui-là, il est un petit peu loin de l'autre joueur de l'équipe adverse, à mon sens, parce que il y a quand même 3 ou 4 mètres entre les deux. Hein. Pour oui, très bien, mais normalement, sur cette phase-là, on doit avoir Moufid qui doit être proche de ce joueur-là. Et ici, le 6 qu'il est là, son travail dans un premier temps, c'est d'avoir une course de repli axial pour venir faire le 3e avec ces deux-là. Et c'est Moufid qui doit avoir une position un peu plus haute sur ce joueur-là. Parce que le joueur, s'il était dans l'axe ici, c'est notre 6 qui devrait le prendre. Mais là, comme il est plus décalé sur la droite, c'est le latéral qui doit le prendre parce que on a le 2 contre 2 ici, mais avec une couverture axiale basse et une couverture axiale un peu plus haute. Et le rapport de force, c'est 4 contre 2 en fait. Tout à fait. Là, coach, j'ai une question par rapport à… On avait fait une vidéo sur Xabi Alonso et le Leverkusen de Xabi Alonso. Et il y avait une séquence qui nous avait marqué, c'était lorsque Grimaldo et Frimpong, donc les 2 pistons du jeu de Xabi Alonso, donc, montent et livrent par exemple une passe. Donc, il y a pas mal d'attaquants qui attaquent donc, la surface de réparation. Il y a Amin Adli, par exemple. Il y a Boniface et Wirtz. Donc, tous ces joueurs-là attaquent la surface de réparation. Mais ce qui nous avait marqué, c'était qu'il y avait derrière les 2 milieux de terrain, les 2 pistons, les 2 milieux de terrain qui étaient Xhaka, Palacios. Ils attendaient le ballon. Ils étaient en mode défensif contre les autres joueurs, justement, pour attendre si jamais donc, le ballon… Il ressort, bah là on est en position défensive et on peut rapidement récupérer la balle. Est-ce que c'est quelque chose par exemple, que vous avez, je ne sais pas, imaginé ou dans l'attaque, on défend? Donc c'est un peu ça ma question. Le reste défense, quoi. Voilà, le reste. C'est ça. Voilà, en fait, nous on est globalement sur ce que moi j'appelle le marquage de possession. Vous êtes en possession du ballon, on a le ballon. On est au marquage, on a le ballon et le marquage de possession, c'est qu'on est déjà, notamment les 2-6 et les défenseurs qui restent derrière, on est déjà en train d'anticiper la perte de balle s'il y a perte de balle. Donc en fait, en attaquant, on est déjà en train de penser à défendre. Et c'est pour ça que dans mes consignes, les 2 ou 3 défenseurs qui restaient derrière, eux, ils devaient se déconnecter de l'action du jeu, de l'action du ballon, pour s'occuper que de l'espace proche dans lequel ils se situaient avec le marquage des attaquants adverses qui restaient haut. D'accord? Et c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'appelle le marquage de possession. Donc, on attaque, mais on est déjà en train de penser à l'action défensive. Et donc ça, c'est le reste pour les défenseurs, c'est ça. Pour les défenseurs et les milieux de terrain. Okay. Et les milieux de terrain défensifs. Après, toujours en fonction du jeu, du moment du jeu, c'est soit on gardait les 2-6, soit on faisait partir un 6, et il y en a un qui restait dans cette position de marquage de possession. Moi, je pense que si on avait la majorité des entraîneurs aujourd'hui, Mbotola qui jouait comme ça, qui n'avait pas peur justement de faire du rest defense et de faire du contre-pressing, d'aller chercher la balle dans les 5 secondes qui suivent la perte de balle, d'avoir aussi l'ambition d'aller chercher haut l'équipe adverse, je pense que même le niveau de la Mbotola serait encore meilleur que ce que l'on voit aujourd'hui parce que malheureusement, on voit des matchs à 1-0, 1-1, 2-1, justement parce que les coachs n'ont pas cette ambition de jouer très haut, de chercher l'équipe adverse, d'être créative aussi, parce que c'est ce qu'on leur demande, d'être un peu plus créative, de penser aux solutions, plutôt que d'être tout le temps dans la réaction, parce que
qu'on voit, et même sur des sites de statistiques aujourd'hui mondiaux, ce qu'on voit, c'est que la Botola, elle est considérée comme le deuxième championnat au monde dans les contre-attaques. C'est significatif. Je l'ai vu, le rapport, il date de l'année dernière, fin de saison dernière, c'est ça? Tout à fait. Donc, justement, quand tu vois ça, voilà, tu te dis que ce n'est pas normal qu'on soit deuxième dans les contre-attaques. On devrait avoir d'autres systèmes de jeu, on devrait avoir d'autres entraîneurs qui proposent autre chose que la contre-attaque ou le jeu en transition, en tout cas. Alors, je vais vous montrer. Est-ce que tu penses? Je vais vous montrer si vous me permettez un exemple. Voilà, quand on est sur un bloc intermédiaire dans la deuxième zone, voilà comment on se positionne pour attaquer. D'accord? Donc, mais c'est pas ça. Donc là l'intérêt qu'il y a, c'est que vous voyez le carré, il se déforme. Et en fait, on se transforme en Y en partant de Rimat ici, Larbi, Adraf, et là c'est Fatih, il me semble. J'ai vieilli, alors j'ai pas toujours une bonne vue. Donc on se transforme en Y. Et le Y à l'intérieur du jeu, il est très intéressant parce qu'il ouvre des lignes de passe intéressantes et surtout après, il ouvre des espaces. Parce que quand l'adversaire se concentre à l'intérieur, on va beaucoup plus facilement toucher ici à l'extérieur. Et regardez ensuite, quand on va attaquer, on termine l'action, voilà, stop. Si je l'arrête là, regardez le marquage de possession qu'on a ici. Les 3 défenseurs et les 2-6. Voilà. Et là, vous avez vu, Larbi, il reste un peu plus bas et Rimat, il se rapproche un peu plus. En fait, tout le monde est concerné par le jeu, même si on est en position offensive. Tout le monde reste concentré et concerné par le jeu. Bien sûr, et regardez Larbi ce qu'il fait, il va tout de suite au marquage de Sad. Et en fait, ces 3 joueurs, les joueurs qui restent ici dans cette zone, ils doivent se déconnecter de l'action du ballon là-bas pour être concentrés sur la tâche de marquage qui est ici. Parce que si on regarde, et c'est souvent comme ça qu'on se fait avoir dans les transitions, c'est que les joueurs qui restent derrière, ils suivent le ballon des yeux, mais ils oublient le positionnement de l'adversaire. Donc quand le ballon il revient dans la zone de l'adversaire qui est haut, eh bien on est déjà en retard parce qu'on n'a pas eu la concentration suffisante pour avoir l'action de marquage sur ce joueur. D'accord ? Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est un manque de concentration du joueur marocain en général ou juste à ce moment-là manque d'endurance? Manque de quoi? Moi, je pense que c'est une question de concentration, c'est sûr, mais c'est aussi une question de pratique. Si vous voulez, moi, je veux dire, il n'y a pas de secret. Les scénarios du week-end qu'on rencontrait en championnat ou en coupe ou en CAF, c'est des scénarios qui étaient travaillés la semaine. Donc, en fait, j'ai habitué les joueurs à jouer, à s'entraîner comme il fallait jouer. C'est toujours vous savez, j'ai toujours à mes entraîneurs à la formation, le pianiste pour faire son concert, il répète les gammes durant la semaine. Donc il joue du piano, il court pas autour du piano, il joue du piano. Nous, on doit répéter nos gammes et nos gammes, c'est en fonction de la position du bloc dans laquelle on se trouve, il faut qu'on répète notre modèle de jeu, notre identité, notre ADN, mais aussi qu'on se prépare au scénario qu'on peut rencontrer. Parce que l'adversaire, il cherche toujours à nous créer des problèmes. Un autre exemple sur le plan offensif, on avait identifié, par exemple contre Futur, que voilà le 3, vous avez vu, voilà, on a le 3+2. On avait identifié que les 2 joueurs, les 2-6 ici de Futur, ils se mettaient dans la zone devant nos 2 joueurs ici dans les demi-espaces. Donc, ce qui veut dire qu'on avait du 2 contre 2. L'idée, c'était de faire un 3 contre 2 avec Sad. Mais il fallait que nos 2 joueurs ici, à l'intérieur, ils s'écartent un petit peu pour laisser de l'espace à Sad. Voilà. Là, on peut plus jouer sur nos 2 joueurs dans les demi-espaces. Donc, on va retrouver Sad à l'intérieur. Voilà.
Et là, on vient faire quasiment le 3 contre 2. Et là, on a une opportunité pour jouer après avec Slim. Donc là, la disposition des joueurs, c'était un 3 en défense, 2 pivots, 2 sur les half space, les demi-espaces, et une ligne de 3 en attaque, c'est ça? C'est ça, voilà. En fait, si vous voulez, regardez, quand on est là, on a ici l'avancante qui est Sad, on a les 2 joueurs dans les demi-espaces, et on a ici après, ici c'était Emmanuel, et là c'est Reda Slim, mais ces 2 joueurs-là sur les côtés, ils doivent avoir une position asymétrique. Ils peuvent pas jouer sur la même ligne. Et notamment quand le ballon est côté gauche, l'excentré côté gauche, il doit descendre un petit peu pour offrir une ligne de passe, si c'est fermé. Et on garde à l'opposé le joueur plus haut et plus large. Si le ballon est à droite, Slim doit redescendre un petit peu et on garde Emmanuel un peu sur une position plus haute et plus large. D'accord? Mais ici, regardez, vous avez vu, Sad, il vient faire le 3 contre 2 ici à l'intérieur. Et là, il y a ici les défenseurs. Et là, les défenseurs ne sortent pas. C'est ça. Mais j'avais identifié que les deux centraux de Pyramids, qui est une très bonne équipe, hein, et c'est une équipe avec un budget largement bien supérieur à la SFAR, il avait été identifié que les deux centraux, ils avaient peur de sortir parce que ils avaient peur d'être attrapés dans leur dos. Parce que si jamais ils sortaient, ils avaient peur d'être attaqués dans leur dos, donc ils sortaient pas. Et on savait qu'on pouvait créer le 2 contre 1, le 3 contre 2 à l'intérieur avec Sad. Et Sad, qui n'est pas un joueur de remise, il l'a fait. Mais par contre, pourquoi il le fait? Parce qu'encore une fois, et je vais vous montrer, ça a été travaillé à l'entraînement. On avait anticipé ce scénario-là. Voilà. Regardez, il vient ici, tac, on vient et on travaille ici sur les côtés et après on attaque là-bas. Vous avez vu, c'est encore une fois, le scénario, il a été travaillé à l'entraînement. Donc le joueur, quand il arrive en match, dans le rappel des consignes, il sait ce qu'il a à faire si nos deux joueurs dans les half space, ils sont pris au marquage. C'est pour ça que je vous dis que pour moi, ce qui est fondamental, et là on rentre dans la méthodologie d'entraînement, vous avez le modèle de jeu, c'est très bien, mais quelle méthodologie on applique à son modèle de jeu? Il faut qu'il y ait une relation entre les deux qui est fondamentale, parce que après vous donnez, au plus on va habituer les joueurs, au plus ça va être facile pour eux. Ils vont le faire inconsciemment. Au départ, quand ils apprennent, ils le font avec concentration et consciemment. Et après, ils ont tellement l'habitude. C'est comme quand on passe le permis de conduire. Vous savez, quand vous avez le permis, au départ, vous réfléchissez toujours à passer la première, à freiner, à appuyer sur l'embrayage. Vous réfléchissez parce que vous venez d'avoir le permis. Mais au bout d'un moment, vous avez une telle pratique de la conduite qu'en fait, on conduit inconsciemment. On le fait machinalement. Et le joueur de foot, il faut qu'on rentre dans cette inconscience. C'est ce qu'on appelle dans la préparation tactique le conscient inconscient. J'ai une dernière question avant qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode, la dernière. Est-ce qu'on peut dire que vous aussi, vous êtes un peu rigide, on va dire, au niveau du positionnement, quand vous faites un jeu de position, au positionnement des joueurs, ou est-ce que vous êtes de l'école peut-être de Xabi Alonso ou de l'entraîneur, vous avez parlé de l'entraîneur de Fluminense tout à l'heure, qui lui joue en cluster, c'est-à-dire des parties, des endroits du terrain où il y a énormément de joueurs, on fait un décalage d'un côté et on envoie de l'autre côté le joueur jouer le 1 contre 1. Est-ce que vous faites un peu ça ou est-ce que vous êtes plus, on va dire, jeu de position? Alors, ce que fait Fernando Diniz à Fluminense, c'est ce qu'on appelle le relationnisme. Et en fait, lui le fait. Le sélectionneur de la Hongrie, Rossi aussi, il s'appelle, j'ai oublié son prénom, il le fait aussi. Et je vous conseille d'aller voir aussi, vous qui êtes des fervents chercheurs aussi et des férus de jeux et de tactique, allez voir aussi ce que fait l'entraîneur de Malmö, qui est champion c'est Norvège, je pense. Et en fait, c'est 3 entraîneurs qui travaillent sur le relationnisme. Et ce qui fait qu'on joue très groupé. Alors après, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a une terminologie qui est bien spécifique et complètement différente.
Moi, aujourd'hui, je m'appuie sur le jeu de position. Mais en aucun cas, je cherche la rigidité du jeu de position. Le jeu de position, il doit m'amener au départ un avantage positionnel, un avantage de position. Et il doit amener l'incertitude dans le jeu de l'adversaire. Je pense que je vais pouvoir peut-être mieux vous expliquer. Est-ce que c'est celle-là? Attendez, je regarde si c'est pas celle-là. Voilà. On prend l'exemple ici. Regardez Nafati. Là, il est très bien placé dans son jeu de position. D'accord? Bien. Mais le jeu de position là, quand il prend le ballon, c'est pas la finalité du jeu de position. La finalité, c'est qu'il donne, c'est ce qu'on appelle l'avantage qualitatif, c'est que derrière, il peut donner une continuité à l'action. Et là, il a deux options. Soit il vient jouer Diakité ici sur le côté, soit il va chercher Sad. Donc, il a deux options de passe. D'accord? Donc, si vous voulez, moi, le jeu de position, il m'intéresse dans la mesure où on a la capacité derrière à pouvoir donner une continuité à l'action et avoir du mouvement. Et je vais revenir sur le jeu de l'USMA. Vous allez peut-être mieux comprendre le clip. Celui-là, on l'a déjà vu. On va l'avancer un petit peu. Je vais vous donner. Vous allez peut-être mieux comprendre. Voilà. Je pense que c'est celle-ci. Voilà. Regardez ici. Là, on va travailler sous pression. Voilà. Regardez ici. Là, après, quand on a trouvé ici, là, on a le 2 contre 1 à l'intérieur. Après, c'est libre. On attaque. Après, il y a une liberté de trouver le joueur libre, d'attaquer les espaces. Et là, il n'y a plus de jeu de position. Et il y a une autre séquence. Voilà, c'est celle-ci aussi, vous allez voir. Dans un premier temps, on va créer le 3 contre 2 là-bas sur le côté. Et là, ici, voilà, c'est celle-là que je voulais vous montrer. Pourquoi? Regardez la notion d'enchaînement. On est sur une notion d'enchaînement très rapide, avec un jeu à 3 et un attaque d'espace. Donc, si vous voulez, pour moi, le jeu de position, c'est pas une finalité. Le jeu de position, il doit être associé à du mouvement. Voilà, recherche du troisième homme, on l'a. Recherche du joueur libre ici. Voilà. Et là, après, voilà, là, on a de la liberté. Et là, on se déplace. Et là, on doit justement, comme l'adversaire cherche à nous fermer les espaces, c'est les joueurs qui doivent être en capacité à trouver les espaces. Je leur dis toujours, quand il y a une porte qui se ferme par l'adversaire, c'est que automatiquement ils ont ouvert une autre porte. Donc il faut trouver cette porte, et cette porte, c'est le bon espace. Et là, en l'occurrence, on avait dans l'équipe un joueur qui était excellent dans ça, c'était Fatih. Non, c'est intéressant. Moi, je ne sais pas, peut-être les amis, si vous voulez passer à la deuxième partie, je voulais juste remercier déjà le coach de nous avoir mis dans la confidentialité de tout ça, parce que non seulement il y a des analyses vidéo, mais il y a aussi des analyses de vos entraînements. Et ça, en fait, ça se voit qu'il y a du travail, qu'il y a des analyses de vidéo, qu'il y a des analyses aussi et de lecture du jeu de l'adversaire. Et derrière, lorsqu'on travaille vous l'avez dit, coach, lorsqu'on travaille pendant la semaine, lorsque c'est appliqué, je pense que là, il n'y a pas mieux lorsqu'on applique ça pendant le match. Et donc, voilà, lorsque le travail il est bien fait, il y a derrière, il y a du résultat. Donc, on essaye. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on a beaucoup travaillé, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais qu'on n'est pas le meilleur effectif. On n'était pas le meilleur, mais on avait un bon effectif. Attention, hein, on faisait partie des meilleurs, mais à l'époque, on n'était pas le meilleur. Et par contre, je peux vous dire que les joueurs ont beaucoup travaillé. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que dans la Botola, on ne voit rien du jeu du haut niveau? Parce qu'on entend ça souvent, des supporters, des personnes qui regardent un peu ce qui se passe en Europe, ils voient un peu la différence de niveau. Qu'est-ce que vous leur répondez à ça?
Écoutez, alors, si c'est un problème général, il y a deux choses. Alors, il y a la prise de risque. Je vous dis aujourd'hui, être entraîneur aujourd'hui, c'est plus dur qu'avant. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quand je veux dire, et quand je dis ça, c'est pas sous une forme de critique. Je dis simplement que la charge mentale pour un entraîneur, elle est plus difficile. Parce que il y a 20 ans, il n'y avait pas des émissions à la télé tous les jours. Il n'y avait pas des émissions radio tous les jours. Il n'y avait pas des notes, les joueurs, les entraîneurs, les arbitres, tout le monde n'était pas noté tous les jours. Donc il y a une charge mentale qui est plus difficile, qui est plus lourde. Ensuite, on est constamment sur un siège éjectable. Alors, plus particulièrement ici, en Europe, il y a quand même plus de stabilité. Mais c'est la culture qui est comme ça. Donc, si vous voulez, ça peut inciter les entraîneurs à ne pas prendre de risques. Peut-être. Après, est-ce que ne pas prendre de risques, c'est avoir des manques tactiques? Je sais pas la question. Mais si c'était le cas, il y a peut-être, et je dis bien peut-être, et je veux pas m'ériger en professeur parce que je veux surtout pas être un professeur du football. C'est pas du tout mon ambition, mais peut-être qu'après il y a peut-être une réforme des contenus de formation à réfléchir tout au moins sur une réforme sur les contenus de formation. Je sais pas, je connais pas aujourd'hui, mais en tout cas, si c'est une réflexion générale, on est en droit de se poser des questions pour trouver les réponses, surtout parce que s'il y a des problèmes, le plus important pour moi, c'est pas les problèmes, c'est de trouver les réponses et d'essayer de résoudre ces problèmes. Quand vous avez évoqué la formation. Ouais, vas-y, Essam, si tu veux. Je pense que moi, j'ai trouvé une bonne transition par rapport à la formation. Donc... Exactement. Vas-y, je te laisse. Peut-être la même question, c'est une belle transition vers la formation, en fait. Ouais. Quand vous parlez de réforme de formation, j'imagine que vous parlez de la réforme par rapport à la formation et des jeunes joueurs et des entraîneurs. Parce qu'il y a aussi la formation des entraîneurs qu'on néglige beaucoup ici au Maroc, enfin, j'imagine, parce qu'on a, on va dire, presque tout le temps la même typologie ou la même réflexion partout dans toutes les équipes qu'on regarde un petit peu. Ils jouent presque de la même, on a l'impression qu'ils jouent tous de la même façon. Donc, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, il doit y avoir, avant de parler de réforme de formation pour les joueurs, est-ce qu'il faudra peut-être former les entraîneurs ou les éducateurs qui vont justement former ces joueurs-là? Mais moi, je vais vous dire, c'est fondamental. La formation des entraîneurs, la plus grande richesse, je vais vous dire sincèrement, la plus grande richesse d'un club, c'est son centre de formation et c'est ses formateurs. Ça, c'est fondamental. Parce que demain, je vais prendre l'exemple d'un club comme Lyon, qui a eu à un moment donné beaucoup d'argent, des gros budgets, capable d'acheter des très grands joueurs, de jouer la Ligue des Champions tous les ans. Et puis, à un moment donné, les caisses, elles étaient vides. Ils se sont appuyés sur leur formation. Et les clubs, à un moment donné, quand ils ont plus d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'appuient sur leur formation. Donc, mais pour avoir des joueurs formés, il faut des bons formateurs. Et pour moi, la plus grande richesse, c'est les formateurs. Je vais prendre mon cas parce que, encore une fois, depuis que je suis au club, tous les mardis matins, on a une réunion technique avec les entraîneurs. 9h, 12h. Et on n'a que deux sujets. Soit on revient sur l'analyse d'une de nos équipes sur un match du week-end, les U19, les U21, et on retire les problématiques et on réfléchit aux solutions avec les entraîneurs, d'accord?
Pourquoi? Parce que nous, on a la chance, le club a mis à la disposition de la formation des gros moyens vidéo. On a un analyste vidéo par équipe. On a du matériel qu'aucun club en Afrique, je parle d'analyse vidéo, qu'aucun club en Afrique n'a aujourd'hui. Tous les entraînements de nos jeunes et les matchs sont filmés à domicile comme à l'extérieur. Donc, nous, on s'appuie beaucoup sur la vidéo pour former nos joueurs parce que quand vous faites de la vidéo avec vos joueurs, vous agissez sur deux choses. Un, sur la concentration. Deux, sur la lecture du jeu et la compréhension du jeu parce qu'aujourd'hui, former un jeune, le jeune, il doit s'approprier l'exercice, il doit s'approprier la séance d'entraînement, il doit s'approprier le match. Et pour moi, s'approprier, c'est comprendre les problématiques de match. D'accord? Et le troisième point, c'est que on les met déjà dans des dispositions comme si c'était des joueurs professionnels parce qu'ils vont rencontrer la vidéo dans leur métier de joueur. Donc, on les prépare vraiment à être professionnels. Et dans ces réunions du mardi, après, on prend aussi une équipe de haut niveau. Ça peut être Arsenal, ça peut être Brighton, ça peut être Paris, ça peut être Gérone avec l'entraîneur qui fait un très bon travail. C'est pas forcément les grands clubs parce que les grands clubs on les voit tous, mais il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont des équipes entre guillemets petites ou moyennes et qui font un excellent travail avec d'excellentes idées. Et mon travail à moi, c'est de former mes entraîneurs, pas seulement au football d'aujourd'hui, mais aussi avoir la réflexion sur le football de demain. Et tous les mardis matins, on est concentrés ensemble avec tous les entraîneurs et on travaille sur les problématiques du jeu et les évolutions du jeu. Mais c'est une formation interne, Mais c'est fondamental pour que, si on veut des très bons joueurs, on doit avoir de très bons formateurs. Et vous avez dit aussi tout à l'heure que voilà, il y a peut-être aussi une marge de progression que peut-être le joueur local marocain a besoin. Mais c'était sur quel aspect? Est-ce qu'on dirait l'aspect technique, tactique, ou bien psychologique / mentalité? Moi, je vais vous dire tout. Tout parce que pour moi, on peut pas dissocier. Le foot, c'est un tout. Nous, on a une méthodologie. On travaille pas la technique d'un côté, la tactique de l'autre, le physique et le mental d'un autre. On rassemble tout parce que le match, c'est tout. C'est la technique, c'est la tactique, c'est le mental, c'est le physique, c'est tout. Donc, je pense que le footballeur marocain, il doit évoluer dans tout. Mais encore une fois, c'est ce que je dis à mes entraîneurs. Pourquoi le footballeur marocain en Europe, et il y en a plein, des binationaux, ils sont en capacité d'être des très bons joueurs techniquement, des très bons joueurs tactiquement, des joueurs très bons physiquement, et pourquoi le Marocain local, il pourrait pas le devenir? Qu'est-ce qui fait que dans l'ADN ou dans les gènes, les binationaux, ils sont plus forts que les locaux? Est-ce qu'on peut dire que… Est-ce que c'est pas rapport au travail? Ouais, est-ce que c'est pas une question d'opportunité, peut-être de post-formation? Parce qu'on voit beaucoup d'équipes en Botola qui ne donnent pas assez de chances et d'opportunités à de jeunes joueurs d'avoir cet accès à l'équipe A. Et c'est un problème. Moi, il y a deux choses. Il y a le plan de formation global, c'est-à-dire qu'on doit se rapprocher des exigences de ce qui se fait en Europe chez les jeunes joueurs en termes de formation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, et vous faites bien de le dire, le problème de la post-formation, il est fondamental aussi. Nous, on a l'exemple. Sawabi, quand j'arrive, il est pas dans le groupe professionnel, mais avec nous, il perd son temps en espoir. La seule solution, c'est de le prêter. Le prêter, on le prête au TAS en 2e division, on voit ce qu'il a dans le ventre, et puis si on estime qu'il a progressé, on le reprend, et puis on le fait jouer avec le groupe, avec la première équipe des phares, ou alors on le lâche, on le laisse partir. Il va au TAS, dans un club qui est descendu en 2e division, en 3e division quand même. Et l'année prochaine avec moi, et l'année suivante avec moi, il fait une super saison. Mais il a joué en D2. Il s'est aguerri.
s'il était resté avec nous en espoir, il aurait perdu son temps. Et moi, aujourd'hui, pour revenir à la post-formation, je pense qu'un joueur qui fait plus de 3 ans dans son club en espoir, on va le perdre. Si on lui propose pas un autre challenge, on va le perdre. Il faut avoir une politique de prêt, mais une politique de prêt où le joueur il va jouer. On a aujourd'hui la chance, notamment à Soilem avec le petit Bouchkali. Voilà, on l'a prêté, il a bien démarré le début de saison, il a eu un trou en milieu de saison, là il recommence à devenir titulaire, il s'aguerrit. Et je pense que les prêts, c'est une bonne solution. Et que ce soit des 2 ou des 1, mais il faut absolument, un jeune doit jouer. C'est fondamental pour sa progression. Après, on juge. Après, on évalue. Est-ce que c'est suffisant pour les phares ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais le jeune doit jouer. Et un jeune de aujourd'hui, est-ce qu'il a cette opportunité d'avoir cet accès à l'équipe A ou il doit vraiment, vraiment être très, très bon pour avoir cette opportunité? Ou ça passe juste notamment qu'avec des prêts? Non, parce que alors il y a les deux, parce que si vous voulez, moi j'ai les 2 exemples. Quand je reprends l'équipe, j'ai Sawabi qui revient du TAS. Donc il a eu une politique de prêt. Je me dis, je vais faire la préparation avec lui, je vais voir ce qu'il a dans le ventre. Je le connaissais, mais est-ce qu'il était capable de se mettre au niveau de la Botola? Hatim, il s'est mis au niveau de la Botola tout de suite. Voilà, après un retour de prêt. Et j'ai eu Gaman, que je connaissais par cœur, et je savais que dans le modèle de jeu que j'avais mis en place, il allait tout de suite, aller comme un poisson dans l'eau dans notre modèle de jeu, parce qu'il le connaissait par cœur. Ce qu'il faisait en espoir, c'est ce que j'allais lui demander chez les pros. Parce qu'on a aussi, nous, au sein du club, tout le monde a la même méthodologie d'entraînement, le même modèle de jeu. Donc, ce qui fait que quand il y a des passages de catégorie, les joueurs se sentent à l'aise. Vous comprenez? Donc, les gamins, il vient directement du centre de formation. Est-ce que ça a empêché les phares d'être champions? Non. On peut avoir des jeunes et des jeunes qui soient compétitifs en jouant les premiers rôles à l'AS Phare. Après, c'est pas donné à tout le monde. Mais ceux qui n'ont pas cette capacité, ça passe par une politique de prêt. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, alors peut-être que ça concerne 1 ou 2 joueurs, mais aujourd'hui, on doit être capable de fournir des joueurs à l'équipe première, soit sous forme de prêt, soit directement. Mais encore une fois, après, c'est une question de stratégie de club, ce qui n'est pas la même chose. C'est quel espace on donne à sa formation, quel espace on donne à ses meilleurs joueurs. Coach, est-ce que, juste peut-être pour nos spectateurs qui ont un peu plus, peut-être qui nous suivent plus sur l'aspect foot, sur l'aspect terrain, est-ce que vous pouvez un peu plus nous exposer un peu plus le rôle de directeur technique et voilà, quels sont les objectifs un peu d'un directeur technique? C'est très simple, c'est coordonner l'ensemble de la formation, mettre en place un plan de formation chez les joueurs, donc dès le plus jeune âge jusqu'aux espoirs, un plan de formation cohérent, comme je viens de vous le dire, une méthodologie d'entraînement identique, tout le monde s'entraîne de la même façon, tout le monde joue de la même façon, donc c'est avoir vraiment un plan stratégique sur plusieurs années, parce qu'attention, la formation c'est long, c'est un long processus. On peut quasiment imaginer que un joueur, quand il va au bout de sa formation, il a quasiment en nombre d'années le parcours d'un ingénieur. Quasiment. Donc c'est un long processus. Je parle pas dans le contenu, mais je parle dans la durée de la formation. C'est quasiment un parcours d'ingénieur. C'est 10 ans quasiment un parcours de formation. Donc mon rôle, c'est de mettre en place la stratégie, de coordonner l'ensemble, d'évaluer aussi les joueurs, de mettre en place le scouting des jeunes, parce que l'idée, c'est aussi notre objectif, c'est d'avoir aussi les meilleurs joueurs au sein de l'académie. Et c'est tout ce travail de planification, de contrôle, et puis aussi d'aller sur le terrain
Et surtout, moi, j'ai deux missions. J'ai deux missions, c'est développer mes joueurs et développer mes entraîneurs. Voilà, ça c'est le travail. Mais c'est surtout un travail de cohérence et de stratégie en fonction aussi des objectifs que me fixe la direction. Oussama. Et du coup, vous avez aussi dit que, par rapport à, vous avez créé du coup une cellule d'analyse tactique vidéo, ce qui est très intéressant. Je pense que ça fait forcément la différence. Aujourd'hui, on voit aussi dans le sport de haut niveau, pas forcément que le football, mais vraiment dans des sports divers, il y a aussi des cellules d'analyse d'analyse psychologique, si je peux le dire comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui au Maroc ou c'est pas encore? Nous, à notre niveau, non. Moi, par expérience, faut être très prudent là-dessus. On avait, quand j'étais à Lille, on avait un psychologue, mais il faut savoir qu'on touche des jeunes, et parfois dans des moments difficiles de leur vie, la préadolescence, l'adolescence. Moi, là-dessus, il faut être très prudent. Aujourd'hui, je suis pas contre l'aide ou l'apport de psychologues ou d'accompagnateurs, de préparateurs mentaux, mais je pense qu'il faut y aller à petite dose, progressivement, parce que c'est pas culturel dans le foot. Et je pense que si on va et qu'on impose ça chez les jeunes joueurs, ça peut être contre-productif. Mais par contre, y aller crescendo à petite dose, je pense que c'est des pistes qu'on peut exploiter qu'on pourra exploiter à l'avenir. Après, juste, je ne sais pas si c'était bien ça le sens de la question, mais par exemple, lorsqu'on voit des joueurs de haut niveau, des attaquants, des numéros 9, qui ont du mal, par exemple, à marquer, parfois, ils ont ils ont un coach mental qui leur permet un peu ou qui les prépare à marquer. Et aujourd'hui, par exemple, je parle de l'équipe nationale du Maroc qui parfois, donc, au niveau du numéro 9, qui a un peu de manque de réalisme devant les buts. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qu'on travaille dans la Botola, par exemple? Après, il y a la maladresse aussi, hein, des attaquants. C'est pas forcément que mental. Hein. Si on prend l'exemple de l'équipe nationale, c'est pas forcément le cas. Voilà, moi je pense, alors sur le poste d'attaquant, la confiance joue beaucoup. Ça, c'est évident que la confiance est importante. Par contre, il n'y a pas que. L'endurance psychologique du joueur, elle est aussi importante. Je vais prendre l'exemple d'un attaquant, David Trezeguet, par exemple. C'est rater des buts, comme on dit, ou être inefficace. Et ce qui me marquait chez lui, c'est que quand il loupait une occasion, il avait toujours le menton levé. Jamais il baissait la tête. Et en fait, j'avais le sentiment que quand il lève comme ça, quand il garde le menton levé, c'est qu'il disait la prochaine, ça sera la bonne. En fait, c'est cette capacité à dire j'ai loupé, mais c'est pas grave, il y en a une autre qui va arriver, je vais la mettre. Parce que l'attaquant qui loupe et qui rentre sa tête dans ses épaules, là, vous avez des chances, plus de chances que l'efficacité elle perdure. Mais je pense que l'attaquant, mais il sait aussi qu'il y aura une autre opportunité pour la mettre au fond, et là, il doit rester concentré, et il doit rester lucide, il doit rester froid. C'est comme on dit, il doit être chirurgical. Il doit garder la tête froide. Et je pense que c'est et quand on regarde Ibrahimovic, quand on regarde Cristiano Ronaldo, les vrais buteurs, même Haaland aujourd'hui, c'est des joueurs qui loupent, qui sont capables de louper
cette capacité à rester fort dans leur tête. Et ça, je pense que c'est important, notamment sur ce poste d'avant-centre. Alors après, certes, ça travaille. Hein. Il y a des joueurs qui se font accompagner. J'ai été il y a 15 jours à Paris en visite au PSG. Par exemple, Luis Enrique, il est venu avec un psychologue. Ce psychologue, c'est quelqu'un qui l'a suivi au Barça, qui l'a suivi en sélection nationale. C'est quelqu'un qui le suit partout. Voilà. Et aujourd'hui, il fait partie intégrante du staff de Luis Enrique. Donc, encore une fois, c'est quelle approche on a par rapport à ça. Et moi, au niveau des jeunes, j'ai rien contre. Hein. Je me dis quand même que ça reste des jeunes, des fois des moments charnières de leur part. Vous savez, je vais aller dire à mon copain, j'ai 15 ans, je vais dire à mon copain, je vais voir le psychologue. Mon copain, il va se moquer de moi, il va dire pourquoi t'es fou. Vous comprenez, il y a aussi cette honte de dire je me fais aider par quelqu'un. Déjà, je parle. Donc il faut faire très attention à ça quand même. Là, coach, juste, je ne sais pas si vous avez d'autres vidéos peut-être à partager, mais si ce n'est pas le cas, si vous pouvez ne plus partager l'écran comme ça pour je peux vous garder un peu de bande passante. L'aspect défensif. Écoutez, si vous voulez, on peut travailler, enfin, juste un peu sur l'aspect défensif. Là, notamment, non, ici. Ouais. Ici, sur le travail qu'on faisait avec Pyramids, pour vous montrer un peu les positions de bloc. Tout à l'heure, vous parliez de blocs serrés, comme tout le monde, bien sûr. Il y a un travail qui se fait. Là, l'objectif, c'était de fermer l'intérieur de l'équipe. On donnait la possession du ballon volontairement à Pyramids, mais dans cette phase-là, nous, on contrôle le jeu. Eux, ils avaient le contrôle du ballon, mais nous, on avait le contrôle du jeu parce que c'est une équipe qui ne savait jouer que latéralement, qui ne trouvait pas l'espace et qui n'arrivait pas à trouver la verticalité. Donc, dans ce cas de figure, notre objectif, c'était de contrôler le jeu. Et ensuite, quand il y avait un ballon sur le côté, voilà, c'était là où on déclenchait les starters défensifs pour récupérer les ballons. D'accord. Et là, je vous ai dit en début de séance, en début d'interview que on est un 4-4-2, mais regardez contre le WAC, dans une position bloc bas, pitch en bas, on changeait la position de Slim, on le faisait passer à 5. Vous voyez là, on a une défense à 5 avec Emmanuel, Hatim, Sawabi, Borges, Moufid et là Slim. C'était la consigne qu'on lui avait donnée dans la mesure où on savait que le WAC aimait jouer sur la largeur et comme on voulait contrôler la largeur, on avait mis Slim parce qu'il faisait un gros travail défensif et en même temps parce que sur une position basse comme il était là, si on récupérait le ballon, il avait une capacité à se projeter sur la transition qui pouvait faire mal. Et là, ça va être une des actions que vous allez voir sur notre 5-3-2. Voilà. Il ferme et il va chercher. Et puis derrière, il a cette capacité à sortir. Et là, on posait les problèmes. C'est pour ça que je vous disais qu'on avait un système qui était très hybride dans notre façon de faire. Donc voilà. Okay. Maintenant, je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez d'autres choses, pour moi, il n'y a pas de problème. On peut arrêter déjà. Vous pouvez arrêter la danse. Oui, si vous voulez, vous pouvez arrêter le partage déjà, comme ça stabilise du coup votre connexion, parce que je pense qu'il y a un petit peu de lag. Mais si vous pouvez arrêter le partage, je pense que ça fera du bien à la connexion déjà. Donc, est-ce que vous m'entendez toujours? On t'entend très bien, AS. Hein. Ouais. Coach, c'est bon de votre côté? Oui. Alors, on vous entend plus. J'entends plus. Vous m'entendez? Je pense que. Est-ce que vous avez cliqué sur le micro? Parce qu'on vous entend plus. Je pense qu'il faut activer votre. Vous m'entendez là? Là, on vous entend, oui. Je pense qu'il y a eu. Vous m'entendez? Ouais.
Oui, tout à fait. Je sais pas si vous avez vu. Il faudra juste cliquer sur le petit écran pour désactiver le partage, comme ça vous êtes tranquille. Voilà. Là, comme parfait. ça. Parfait. Très bien. Ouais, là c'est mieux. Ok. Coach, ma dernière question en tout cas, quelles sont vos ambitions du coup pour le futur? Bonne question. Vous savez que dans le football, avoir des plans de carrière, c'est difficile. Bon, là, actuellement, je suis en contrat avec les Phares jusqu'à la fin de la saison. Il y a une année qui est optionnelle, qui n'a pas encore été discutée. Donc, pour l'instant, mon avenir, il est jusque juin. Et puis, bon, après, on verra la suite. C'est une discussion qu'il faut avoir avec le club. Et puis voilà. Maintenant, est-ce que c'est dans un rôle de directeur technique ou d'entraîneur? Comme je le dis, on peut pas tirer de plan sur la comète parce que s'il y a bien une profession où on peut pas être carriériste, c'est entraîneur de football. Voilà. Donc on verra. En tout cas, j'ai une mission pour l'instant. Je la mène au moins au bout jusqu'en fin de saison et puis après on verra. Et si je vous demande du coup, vous préférez quoi du coup? Est-ce que vous préférez le poste d'entraîneur ou de directeur technique? C'est différent. Après, c'est toujours une question de projet, de qualité de projet. Voilà. Mais j'ai eu la chance, vous savez, j'ai eu la chance dans mon parcours d'avoir touché à beaucoup de branches du football. Directeur technique, j'étais entraîneur des jeunes, j'étais entraîneur chez les pros, j'étais manager général, j'ai travaillé beaucoup aussi dans le recrutement. Si vous voulez, alors ça peut être des atouts ça peut être un atout comme un défaut parce que des fois on a peut-être du mal à me situer. Mais ce que je peux dire, c'est que l'expérience que j'ai eue avec les Phares a été très enrichissante et je pense que sur la durée peut me donner le goût de reprendre du service. Après, est-ce que quelqu'un voudra de Dacrou? Ça, c'est autre chose. Mais il n'y a pas de frustration parce que dans ce que je fais aujourd'hui, le club où je suis, je me plais. Voilà. Donc après on va. Est-ce qu'il y a eu des liens avec d'autres clubs en tant que coach ou en tant que directeur technique? Alors, pour être honnête, oui, il y a eu juste après mon retour au club, j'ai eu une proposition ici au Maroc. J'ai refusé parce que je venais de réintégrer le club et par respect pour le club, je me voyais pas partir au bout de 10 jours. Donc il y a eu après, il y avait eu avant quelques contacts, mais rien de sérieux. Maintenant, sur le poste de directeur technique, il y a des approches, mais bon, vous savez, sur le poste de directeur technique, quand on est au Phare, après, il y a d'autres clubs. Hein. Il y a d'autres clubs au Maroc, mais il y en a pas beaucoup d'intéressants. Donc aujourd'hui, je sais où je sais avec qui je suis. Voilà. Donc si c'est pour refaire la même chose, je vais pas dire quel intérêt, mais aujourd'hui, il faudrait que le projet soit vraiment supérieur à ce qu'il y a aujourd'hui à la SFA. C'est vrai. Ok, c'est compréhensible en tout cas. Anouar, vous avez des choses à voir avec le coach avant de finaliser l'épisode d'aujourd'hui qui était très très enrichissant. D'ailleurs, je vous remercie. En tout cas, l'échange était très 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 intéressant. Donc voilà. J'espère en tout cas que vous avez pris du plaisir avec nous aussi de votre côté à débattre avec nous. J'ai pris beaucoup de plaisir, surtout que c'est la première fois que ici au Maroc, j'ai affaire à une émission de cette qualité-là, où on a vraiment parlé foot. Donc franchement, j'ai pas vu l'heure passer. Et après, quand on parle, je sais plus m'arrêter. Donc c'est que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à être avec vous ce soir et je vous en remercie grandement. Avec plaisir. C'est pareil pour nous, pareillement. Aussi, on a pris du plaisir, en tout cas, de parler avec
un passionné de foot comme nous, c'est toujours enrichissant, c'est toujours intéressant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Je remercie aussi les gens qui vont regarder du coup l'épisode. N'hésitez pas à nous mettre du coup vos questions aussi au niveau des pages réseaux sociaux. Il y aura d'autres épisodes qui vont suivre, qui vont venir dans le futur. Donc, merci à tous et à la prochaine, Inch'Allah. Merci, au revoir. J'ai aucun doute sur le succès de votre émission. Merci beaucoup. Ouais. Merci, ça va droit au cœur. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, merci, ciao.